Salut, c'est Sancho et bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo dont vous avez vu le titre, la review du chapitre 1088. Alors un chapitre qui moi personnellement m'a vraiment plu, j'ai trouvé que c'était dense, il se passait des choses, que ça avançait, ça raconte quelque chose aussi, ça vise assez juste, donc moi globalement c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Donc on va faire cette review en trois parties. Donc dans un premier temps, on va parler évidemment de celui que j'appelle le roi des marines. Commencez à l'appeler comme ça les mecs s'il vous plaît, j'y tiens, franchement c'est important pour moi. Ce mec, il faut commencer à le respecter. Garp, vraiment, Garp est à la marine, ce qui était Roger à la piraterie. C'est le roi, c'est le boss, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc évidemment, on va parler de lui dans un premier temps. Donc c'est quoi la justice selon Garp? C'est quoi son héritage, que ce soit au travers de Kobe ou bien du reste des swords? Ensuite, alors ça va faire plaisir aux gens dans les commentaires, on va parler de puissance. Oh là là, c'est une chose qui parle de puissance. Alors, je précise, on va parler plus de la représentation de la puissance dans ce chapitre, et même dans les précédents d'ailleurs. Donc on va parler évidemment de Kobe, encore une fois de Garp et de l'équipage de Barbe Noire aussi. Et on finira en parlant donc de la suite, donc qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochains chapitres, une potentielle mort de Garp, qu'est-ce que c'est cette histoire de Luffy qui s'établit sur Egghead, what the fuck, ou bien encore la convergence, donc quelque chose que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans mes vidéos, et je trouve que ce chapitre en fait, il illustre assez bien, et c'est l'occasion de revenir un peu dessus pour expliciter un peu mon propos. Donc, commençons tout de suite avec le roi des marines, Garp, le boss. Donc, on avait dit dans la review du chapitre 1087 justement que la justice selon Garp, c'était pas clairement défini pour l'instant. On savait pas trop ce que c'était la justice pour Garp. On avait mis l'idée que ça pourrait être potentiellement un pari sur l'avenir, donc la prochaine génération, donc l'essor de la nouvelle marine. Et il se trouve qu'on a visé assez juste parce que, effectivement, Garp, pour lui, la justice, c'est la prochaine génération. Donc déjà, on peut faire une première remarque, c'est qu'en fait, Garp est quelqu'un de très 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 optimiste en fait. Parce qu'en réalité, il considère que il a commis plusieurs échecs, que ce soit à travers Dragon qui est devenu révolutionnaire, ou bien Luffy qui est devenu pirate, ou même Aokiji, son élève favori, qui a fini par rejoindre les pirates. C'est, malgré tout ce qu'il considère comme des échecs, il reste optimiste et continue à être persuadé que la justice, ça reste la prochaine génération et qu'il est de son devoir de se sacrifier pour elle. Donc ça, globalement, je trouvais ça assez cool, assez positif en vrai de vrai, ça m'a fait plutôt plaisir de voir ça. On peut également parler de son héritage. Donc, bon, le premier héritage le plus évident, c'est au travers du personnage de Kobe, donc qui a suivi le même entraînement que lui et qui utilise des techniques qui sont fortement inspirées de Garp. D'ailleurs, on peut faire une petite remarque, c'est que la case où Kobe arme son coup pour frapper Zaro, c'est une case, tu changes la coupe de cheveux, c'est littéralement le visage de Luffy, hein. Le même nez, les mêmes yeux, la même bouche, tout pareil. Donc ça c'était assez frappant pour le coup. Mais mettons ça de côté, on voit que Kobe finalement, il ressemble énormément à Garp au travers de ses techniques, de son entraînement, etc. Et donc, un peu à la manière d'un Shanks qui utilise les techniques de Rogers, on a ce petit parallèle qui est assez sympathique. Donc moi maintenant, j'ai une seule attente lorsque je vois ça. Donc j'ai vu l'héritier de Roger qui est Shanks, j'ai vu l'héritier de Garp qui est Kobe. Donc maintenant, je veux que l'héritier de Barbe Blanche et Baggy utilise ces techniques. À quand est-ce que Baggy va commencer à lâcher des techniques à base de Gura Gura Nomi? Bon, bref, plus sérieusement. Donc, on a parlé des techniques de Garp. Maintenant, l'héritage de Garp, il ne passe pas uniquement par ça. Il y a évidemment un héritage qui est un peu plus idéologique, c'est-à-dire un peu comment il perçoit la justice finalement. Et c'est un héritage qui en fait va transmettre à tous les membres du Sword. Ça va pas être propre à Kobe. Et donc ça en vrai c'est assez intéressant, parce que c'est en fait c'est ce qu'il dit à la fin du chapitre, hein, lorsqu'il dit « Vous êtes tous l'avenir de la marine ». Moi je le perçois comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, là actuellement la marine, elle présente en fait un fort schisme au niveau de la justice. Donc on a vu que chaque haut gradé de la marine possède un peu sa propre vision de la justice. Et donc, c'est en fait ces écarts de mentalité qui créent des oppositions entre les différentes marines. Donc on a vu des écarts par exemple entre Fujitora et Akainu, et on a aussi vu une confrontation entre Ryukugyu et Fujitora. Donc voilà, en fait, ces écarts de justice, c'est un peu un problème au sein de la marine, un problème qui le ronge de l'intérieur. Est-ce que du coup la solution, ça ne serait pas en fait de créer une nouvelle marine où tous les membres partageraient une même vision, une vision plus juste puisque héritée de Garp, et que donc le Sword, qui partagerait une seule et même justice, serait en fait la nouvelle marine, une marine plus juste, plus équilibrée et plus fiable, en fait plus solide. Et donc c'est un peu comme ça que moi j'ai compris cette dernière phrase de « vous êtes tous l'avenir de la marine », puisque quelque part vous serez tous un peu les créateurs de cette nouvelle marine. Et en fait là ça propulserait Garp en fait à un tout autre niveau, puisque jusque là Garp était le personnage qui était évidemment vendu comme très puissant, voilà, il se battait avec le roi des pirates, etc. Mais maintenant c'est également le créateur, le fondateur, l'origine de la nouvelle marine. Et donc là ça propulse un nouveau niveau, c'est plus l'amiral en chef, vice-amiral ou quoi que ce soit, le héros, je sais pas quoi, c'est le fondateur de la nouvelle marine. Donc ça c'est franchement assez balèze, et donc le personnage de Garp vraiment là il entre dans une nouvelle dimension,
Un peu comme Roger avait lancé la vague de piraterie, et bah Garp il va lancer la nouvelle marine. Voilà, cela étant dit, on peut passer à notre deuxième partie. Donc on a dit qu'on allait parler de puissance, et plus précisément de la représentation de la puissance dans ce chapitre et dans les précédents. Donc, déjà on peut parler du personnage de Koby. Alors le personnage de Koby, on nous dit, et ça j'ai plutôt bien aimé en fait, on nous dit que c'est un personnage qui clairement n'a pas de facilité, d'aptitude au combat, que c'est quelqu'un en fait de lambda quelque part. Et c'est vrai que ça a du sens, puisque Koby il s'est retrouvé dans cette histoire, un peu par hasard j'ai envie de dire. À la base il faisait juste le ménage chez Alvida, et c'est un peu Luffy qui l'a attrapé et qui l'a lancé dans cette carrière. Et c'est vrai que c'est un mec qui n'a pas de connexion, c'est pas le fils d'un grand pirate, c'est pas le fils d'un grand révolutionnaire ou autre, c'est quelqu'un de normal. Et donc j'ai trouvé ça assez bien de dire que, bon bah comme c'est quelqu'un de normal, il faut qu'il s'entraîne 10 fois plus, 100 fois plus que les autres. Maintenant, il y a quand même un petit truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que le personnage de Koby, lorsqu'il va se battre, eh bien il va attaquer Pizarro en utilisant le Haki des Rois. Donc là, moi, ça m'a fait poser quand même une petite question. J'ai eu un petit doute, parce que le Haki des Rois, finalement, c'est une aptitude que tu as à la naissance ou non. Et c'est vrai que Koby, pour le coup, il n'avait pas cette personnalité qu'ont souvent les utilisateurs de Haki des Rois. Lorsqu'on le voit chez Alvida, par exemple, il n'a rien d'un roi, Koby. Et c'est un peu étonnant, même si là, actuellement, il s'en rapproche un peu, c'est un peu étonnant de voir cet attribut chez lui. Bon, on va mettre de côté le fait que plus le manga va avancer, plus tout le monde aura le Haki des Rois, hein, d'accord, ça on comprend. Mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que je me suis dit, et si Koby, en fait, de base, était effectivement pas destiné à se battre, qui n'avait pas ce genre d'aptitude, ce genre de facilité, mais que, de par son entraînement, est-ce que ça serait pas la première personne du monde de One Piece à avoir créé son Haki des Rois, à l'avoir développé, à l'avoir acquis par ses efforts et ses prouesses? Ça serait intéressant, parce que du coup, non seulement ça ouvrirait le champ à d'autres personnages qui n'ont pas une personnalité d'utilisateur de Haki des Rois, mais aussi ça transmettrait un fort message qui est il n'y a pas de destinée quelque part, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut assez reprocher à certains personnages qui sont un peu prédestinés à être là où ils en sont, qui ont énormément de facilité. On peut citer par exemple Kaido, Big Mom qui ont une peau impénétrable de naissance. Voilà. Est-ce que finalement tu pourrais pas naître sans Haki des Rois et le développer de par tes efforts et ton entraînement? Moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui personnellement me paraissait assez intéressant, et comme je l'ai dit, ça ouvre la porte à de potentiels autres utilisateurs de Haki des Rois en fait, ou plutôt des personnes qui ne sont pas censées l'avoir. Et donc moi, forcément, ça me donne envie de croire que un jour, Chopper, et qui est le meilleur personnage du manga, développera le Haki des Rois. Ce mec-là le mérite. Ce mec-là le mérite. Il doit avoir le Haki des Rois d'ici la fin du manga. Oui, bon, ok, d'accord, je troll un peu, mais vas-y, ça fait jamais de mal. Bref, on reprend. Alors, maintenant, on peut parler un peu de l'équipage de Barbe Noire. Franchement, j'ai du mal. Je ne comprends pas. Je réitère la remarque que j'avais faite au chapitre d'avant. Je ne comprends pas pourquoi l'auteur les met autant en difficulté. Donc la question encore une fois, c'est pas de se dire est-ce que Garp est à ce niveau-là et que donc c'est normal qu'ils aient du mal ou autre, c'est je ne comprends pas pourquoi systématiquement on les voit galérer face à leurs adversaires. Donc je rappelle qu'il y avait eu d'abord une première confrontation Barbe Noire contre Trafalgar Law. Ce combat, il avait limite plus mis en avant Trafalgar que Barbe Noire. Voilà, je rappelle que dans le même temps on avait eu un combat Shanks contre Kid, Shanks a one-shot Kid. Pourquoi Barbe Noire n'a pas one-shot Trafalgar? Donc c'est vrai que là-dessus, moi je comprends pas trop, et donc vraiment je pose la question, s'il y a des gens qui ont compris dans les commentaires, venez expliquer le pourquoi est-ce que l'équipage de Barbe Noire est autant mis à mal. Parce que là je suis désolé dans ce chapitre, d'un côté on a Aokiji qui sert de punching ball à Garp, hein, littéralement il lui rentre dedans. Shiryu au chapitre d'avant il s'est fait attraper, il l'a éclaté contre le sol, Shiryu était, voilà, il saignait de partout et tout, il en pouvait plus. Et là dans ce chapitre là on a Pizarro qui littéralement est un nouveau Pika, hein, c'est le même pouvoir en plus gros. Donc déjà, en tant que lecteur, on peut se dire ouais c'est pas très original et tout, donc on peut être un peu, voilà, c'est pas aussi impressionnant on va dire. Et deuxième point, Pika, dans ce chapitre, ou plutôt dans le chapitre d'avant, il lève la main pour frapper le vaisseau de la marine. Durant tout le chapitre, il a pas réussi à baisser la main quoi. Genre tu sens que les mecs ils perdent parce qu'ils ont envie de perdre. Genre clairement c'est les antagonistes, bon bah on va le faire lever la main, et pendant qu'ils baissent la main, les mecs ils ont le temps de traverser l'île, de sauter et de détruire la main. Bon à un moment ils perdent parce qu'ils ont envie de perdre, hein, comme je le dis. Ensuite, dernier point toujours pour cette thématique de la puissance, j'ai envie de dire le personnage de Garp, dans la manière dont c'est montré, je trouve qu'il a l'air plus puissant que Kaido en fait. Alors je précise, hein, parce que là je sais qu'il y a des gens qui vont venir expliquer, mais non t'es fou, Kaido est au-dessus, c'est la créature la plus forte et tout. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que Garp est plus fort que Kaido. Je dis que dans la manière dont ça nous est montré, dans la manière dont la puissance nous est représentée, on a l'impression que Kaido est moins fort qu'un Garp. Le Garp, vieillard, tout ça, ok, on met ça de côté. Il vient avec des coups de poing, il détruit des îles quasiment. Kaido, on l'a pas vu faire de telles prouesses, tu vois. Le Garp, quand il frappe, son haki, il a une portée de malade. Hein. Il
te frappe ton île avec 100 mètres d'écart. Kaido, moi je l'ai pas vu faire ce genre de choses. Et donc, franchement, dans la manière dont la puissance est représentée, on a l'impression que Garp est bien plus fort. C'est ce que moi j'appelle la surenchère permanente et excessive. Bon, voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu curieux de se dire les personnages sont quand même vachement forts pour ce qu'ils devraient être. Mais bon, cela dit, c'est qu'un petit point, on va pas s'étaler là-dessus, il y a plus intéressant. Et maintenant, on va rentrer dans la dernière partie de cette review, la suite du manga. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochains chapitres? Alors, donc, moi j'ai parlé de convergence. La convergence, c'est quoi? Concrètement, à l'aube de cette saga finale, il faut justifier que tous les groupes et tous les gros personnages qui ont été introduits dans l'œuvre interagissent, ils aient un rôle d'ici la fin du manga. Par exemple, le manga ne peut pas se terminer sans que les révolutionnaires soient intervenus dans l'œuvre. Pareil, le manga ne peut pas se terminer sans que la marine soit intervenue dans l'œuvre, le gouvernement mondial soit intervenu dans l'œuvre, les Yonko soient intervenus dans l'œuvre. Donc, il faut bien qu'à un moment ou un autre, l'auteur justifie que tous les personnages et que tous les groupes convergent dans une même direction pour se rencontrer. Il faut comprendre que, en fait, lorsque Onigashima s'est terminé, cette convergence n'a absolument pas été mise en place. Luffy avait 3 road poneglyphes et il avait littéralement aucun ennemi, aucun rival pour la course au One Piece, et il n'y avait pas encore de lien évident pour que Luffy rencontre Dragon, ou bien pour que Luffy rencontre Shanks. Ne me parlez pas du film Red, quand Shanks vient à la fin de Wano, c'est juste pour faire la promo du film. Mais moi ce que je dis c'est qu'il n'y a pas de raison pour que les différents acteurs aient un rôle dans le dernier arc, dans la dernière saga de l'œuvre. Et donc, c'est quelque chose que l'auteur a essayé de pallier en faisant plusieurs choses. Donc, par exemple, on a vu un chapitre où Shanks affronte Kid. C'est pour que Shanks obtienne 2 road poneglyphes, pour qu'il ait sa victoire, qui nous montre sa puissance, et que donc, il devienne un ennemi potentiel de Luffy, un rival dans la course au One Piece. On a eu la même chose avec Barbe Noire et Trafalgar. On a eu également la même chose avec le personnage de Baggy, qui crée sa Cross Guild avec Mihawk et Crocodile. Tous ces personnages deviennent des concurrents pour le One Piece. On a également eu ça avec les révolutionnaires, Dragon et Sabo, lorsqu'ils vont à la rêverie et qu'ils rencontrent Im. Maintenant, avec les chevaliers divins, on a aussi Mother Flame. Tout ça, ça justifie que le gouvernement mondial ait un rôle à jouer dans la fin de l'œuvre. Maintenant, on avait également un dernier point noir à remplir, c'était le personnage de Kobe et la marine de manière générale. On n'avait pas trop d'idées comment ils allaient intervenir dans le manga. Et bien là, maintenant, ça commence à se dessiner. Kobe, héritier de Garp, Kobe et ses collègues qui deviennent la nouvelle marine et tout, qui vont remplacer l'ancienne. Tout ça, c'est fait pour justifier qu'ils aient un rôle à jouer dans la dernière saga de l'œuvre. Et donc, ça nous amène à la question suivante. Est-ce que le personnage de Garp va mourir? Alors, personnellement, je ne pense pas. Tout simplement parce que là, dans les chapitres qu'on a eu, il y a eu une montée en tension, on a eu des flashbacks, on a eu des révélations sur Garp, on a eu son entraînement, on a eu ses échecs avec Dragon, Luffy, Aokiji et sa réussite avec Kobe. On a eu plein de choses pour faire monter un peu l'intérêt autour du personnage. Et là, dans la dernière case, on n'a pas eu sa mort. Alors, ok, on a vu blessé, congelé par Aokiji, tout ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, petite remarque, le mec se tape sa meilleure barre aux portes de la mort. Alors lui, c'est un vrai D, lui. Les autres D, eux, ils sourient. Lui, il se marre comme pas possible. Ça, j'ai adoré. Mais voilà, là, le personnage, on le voit pas clairement mourir. Et un personnage aussi gros que Garp ne peut pas mourir hors champ. Le truc, c'est qu'on a vu qu'à la fin du chapitre, on a une case sur Egghead. Donc, on comprend que les prochains chapitres seront sur Egghead. Et donc, on ne sera plus sur Garp. Dit autrement, on a fait monter énormément la tension autour du personnage de Garp. Ensuite, on va s'éloigner de Garp. On ne le montre pas mourir. Aucun scénariste ou bien aucun metteur en scène se dirait « je vais mettre la mort de Garp plus tard ». C'était le moment idéal pour le faire mourir. Et c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Donc, à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions sur le fait que Garp ne va pas mourir? Alors, il y aura peut-être une blessure ou bien une mort symbolique dans le sens où peut-être il perd un bras, il perd ses poings ou quelque chose comme ça, et donc il ne peut plus se battre. D'accord, ça c'est possible. Mais une mort réelle du personnage, ça, pour le coup, moi je pense que ça ne se fera pas, tout simplement parce que c'était le moment idéal pour le faire, et ça n'a pas été fait. C'est comme si à Marineford, Ace n'était pas mort, il s'était fait capturer, et que 200 chapitres après, on te le montre et qu'il meurt. Ça aurait eu pas beaucoup d'intérêt, je pense. Et donc, dernier point qu'on peut aborder, c'est justement la dernière case du chapitre. Luffy se serait installé à Egghead, ou bien il aurait fait de l'île son territoire. Ok, très bien. Alors, il faudrait voir les différentes traductions et tout, mais moi dans ce que j'ai, c'est en gros, Luffy aurait fait sa forteresse là-bas. Je pense pas que le personnage va s'installer là-bas, tout simplement parce que déjà c'est contraire avec Luffy. Luffy c'est l'aventure, c'est le mouvement, tout ça, c'est découvrir de nouvelles îles. On le voit mal s'installer sur une île et y rester. Et ensuite, ça n'aurait aucun intérêt scénaristiquement parlant de rester tout le temps sur la même île. Donc voilà, c'est vrai que ça serait très anti-One Piece. Donc je pense que c'est juste en gros Luffy qui va faire un peu comme il avait fait avec Wano Kuni et l'île des hommes poissons, on va dire. Il va en faire son territoire et ça s'arrête là.
Et pour moi, je pense que c'est juste un faux teasing. Ça se trouve, c'est encore Morgane qui se fout de notre gueule, ou bien juste Oda qui nous fait un petit teasing comme ça, juste pour nous chauffer. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y aura pas une vraie installation sur l'île ou autre. Voilà. Donc sur ce, je pense qu'on peut terminer cette vidéo. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et à partager. L'abonnement qui fait toujours plaisir évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!